Bonjour, je suis le docteur Émilien Arnaud, je suis praticien hospitalier au département de médecine d'urgence. Je pratique à la fois l'extra-hospitalier, c'est-à-dire la régulation au SAMU Centre 15 de la Somme, maintenant les Hauts-de-France, mais également dans les véhicules du SMUR, sont les véhicules qui vont sur intervention. Et puis en intra-hospitalier, aux urgences polyvalentes, mais également dans la salle d'accueil des urgences vitales. Ça, c'est ma première casquette. Puis j'ai une deuxième casquette où je suis rattaché au laboratoire MIS, Modélisation, Information et Système, qui est un laboratoire de l'Université de Picardie Jules Verne, dans laquelle je fais des recherches sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé et plus particulièrement sur le parcours du patient, alors aux urgences, mais même au-delà des urgences. Avant tout, dans les usages de la e-santé, ce qui est important, c'est quelles sont les informations qu'on collecte et comment on les collecte. Et on s'est rendu compte que plus on force les gens à collecter les informations dans l'intention de pouvoir servir un autre outil ultérieur, quand bien même ce serait de l'IA, ben, les gens, j'entends les professionnels de santé, ben, finalement, ils arrivent à tenir à respecter les consignes quelques semaines et après très rapidement, ça redevient comme à la normale, c'est-à-dire avec des erreurs de saisie, etc. Donc mon premier usage dans le cadre de la e-santé, c'est de dire il ne faut pas chercher à révolutionner les systèmes d'information pour qu'ils soient encore plus structurés, plus de choses à remplir, encore plus encadrer le soignant, mais faire en sorte qu'il soit en capacité de prendre l'information telle qu'elle est sur le moment et pouvoir la valoriser ultérieurement. Par exemple, le texte libre. Par exemple, être capable d'enregistrer ce qui se passe dans une salle de consultation. Par exemple, être capable de filmer un examen médical, non pas pour en garder une archive historique, mais pour en recapter des informations. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le point de départ de la collecte de données, mais c'est également le point d'arrivée des informations des autres thématiques. Parce qu'une fois qu'on a des modèles d'intelligence artificielle, une fois qu'on a de la télémédecine, etc., ben, il faut bien que cette information, elle rentre à un seul et unique endroit où on stocke le dossier du patient. Et donc, c'est important que le soignant, il y reste dans son outil, qu'il reste dans son univers dans lequel il travaille tous les jours et que ces informations lui reviennent et pas qu'il soit obligé d'aller ouvrir des choses dans tous les sens parce que c'est ce qui permet d'améliorer l'adhésion. Donc, si je résume, c'est un, euh, utiliser la donnée telle qu'elle est, développer les systèmes d'information pour qu'on puisse non pas révolutionner la manière dont les gens doivent rentrer l'information, mais la manière dont on traite l'information telle qu'elle est rentrée, augmenter les modalités de saisie d'informations, la voix, l'image, le texte, et enfin être capable de valoriser, d'intégrer les retours des autres thématiques. Et ça fait le point tout de suite avec les big data, puisque les big data, ça n'est ni plus ni moins que ce que je viens de dire, la restructuration de ces données des systèmes d'information dans un univers qui devient exploitable pour créer des modèles d'intelligence artificielle sur lesquels on est capable, là pour le coup, de prédire des choses, d'identifier des clusters, de prédire des parcours. Un de mes programmes de recherche, c'est la prédiction du parcours patient aux urgences, qui s'appelle 3PU, et qui a comme objectif de pouvoir prédire avec les données du dossier médical des urgences, tel qu'il est rentré avec toutes ces erreurs de saisie, avec toutes ces erreurs d'abréviation, avec toutes les imperfections que sont le quotidien d'un service d'urgence, et ben d'arriver à prédire l'orientation du patient à la sortie des urgences. Lorsqu'on force un employé à rentrer des informations dans un formulaire qui est extrêmement contraignant, qui n'est fait que de cases à cocher, de listes déroulantes, on est très content du tableau qu'on a à la fin, puisqu'on a un tableau qui est très structuré, sans données manquantes, très facilement exploitable pour en faire des statistiques. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain qu'il reflète la réalité de ce qui a été saisi. Or, ça, c'est un enjeu en médecine, d'être certain que ce qu'on a noté correspond à la réalité du patient qui était devant nous. Donc, il y a certaines informations pour lesquelles c'est tout à fait pertinent de pouvoir le faire. Par exemple, il y a des échelles, des scores. On peut prendre le score de Glasgow, par exemple, qui permet de mesurer le niveau de conscience d'un patient sur trois modalités, hein, l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice.
Et donc ça peut très bien rentrer dans un formulaire. Par contre, toute la partie interrogatoire, description d'une douleur, est-ce que la douleur, elle va plutôt piquer, plutôt pincer, plutôt serrer, est-ce que ça brûle? La douleur, à quel endroit elle est exactement? Est-ce qu'elle est devant, derrière, à gauche, à droite? Est-ce qu'elle va migrer? Est-ce qu'elle va bouger? Est-ce qu'elle irradie? Est-ce qu'elle voilà. Donc cette description de la douleur, eh ben, c'est très difficile de la faire rentrer dans des cases par les soignants, parce que finalement, il va parler le langage naturel avec le patient, il va l'interroger. S'il doit rentrer dans une case qui n'est pas exactement celle qui est décrite par le patient, ça va passer par son interprétation. Et en faisant ça, il peut biaiser l'information qui est rentrée. Et ça, c'est valable partout. Encore une fois, plus on ferme le questionnaire, plus on demande à celui qui le rentre de rentrer les gens dans des cases. Je suis dans un logiciel de régulation médicale, je vais dire que le patient, il est sur la voie publique, ou il est dans un lieu public, ou il est à domicile, ou il est, voilà. Et puis, alors, l'appel, ça concerne un accident de la voie publique, ou ça concerne un malaise, ou ça concerne, voilà. Donc ça, sont des catégories, des situations qui rentrent parfaitement dedans. Et puis, il y a des situations qui sont dans les deux. Le malaise qui occasionne un accident de la voie publique, on coche quoi? On choisit l'un des deux. Donc, c'est-à-dire qu'on perd de l'information. La donnée très structurée, c'est pertinent pour un certain nombre d'informations, et en revanche, pour tout un tas d'autres, je pense qu'il ne faut pas chercher à structurer la donnée a priori, mais plutôt la structurer a posteriori, et ça, il y a des enjeux de recherche là-dessus et de performance, parce que on sait que c'est dans le texte libre, par exemple, qu'il y a le plus d'informations, et il y en aurait encore plus dans l'échange audio si on était capable de repartir de l'enregistrement entre le patient et le soignant. Donc, dans l'usage, l'usage des données, des big data, des données de santé de gros volume, euh, on peut les classer de deux manières. Il y a l'usage des données pour servir des modèles qui sont centrés sur le patient, faire de la prédiction pour le patient. Et donc, j'utilise les données du patient pour essayer de prédire ce qu'il va devenir lui, dans l'optique d'améliorer sa prise en charge, voilà, dans l'optique d'optimiser un certain nombre de paramètres. Et un deuxième usage qui consiste à regarder les données globales d'une population pour pouvoir établir des stratégies de santé publique. Stratégies de santé publique soit analytiques, c'est-à-dire je suis capable d'identifier ce qu'on appelle des clusters, donc des regroupements, des sous-groupes dans cette population, qui sont automatiquement détectés par des modèles d'intelligence artificielle, d'une part, ou alors pouvoir prédire des tendances. Les plus connus, c'est prédire les vagues de Covid, c'est tenter de prédire les arrivées aux urgences, c'est de pouvoir essayer d'optimiser le positionnement des ressources sanitaires, etc. Et donc, cette fois, on ne cherche pas à prédire pour un patient, mais de prédire pour un ensemble de populations, d'essayer d'optimiser les coûts et les risques, surtout de les diminuer au maximum au regard de l'échelle entre les risques et les coûts. Pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, les premiers modèles d'IA qui ont été développés, ils sont développés sur des données tabulaires. Des données tabulaires qui sont un tableau Excel avec une colonne pour l'âge, une colonne pour le sexe, une colonne pour le motif d'admission du patient, est-ce qu'il a mal, oui, non, la douleur, toi. Et donc, des choses qui sont extrêmement normées et finalement très réducteurs, parce qu'on est obligé de faire rentrer toute la richesse de la consultation dans un tableau qui finalement contient un nombre de colonnes qui est défini en plus par le chercheur. Et il y a une autre stratégie, un autre point de vue qui consiste à dire, OK, je prends toute cette richesse, j'essaye de la capter, alors en utilisant le texte saisi, en utilisant les échanges vocaux, en utilisant la caméra de la consultation, et j'essaye de représenter cette richesse sous forme d'un tableau multidimensionnel et sur lequel derrière je vais essayer de faire des prédictions. Et ça, forcément, ça fait appel à l'IA. Ça fait appel à l'IA pour traiter le texte, ça fait appel à l'IA pour traiter le son, ça fait appel à l'IA pour traiter l'image. Mais c'est une autre manière d'approcher le problème et de construire
une représentation numérique de toute cette richesse, mais qui ne tient plus dans un tableau avec quelques colonnes, mais dans un hypercube multidimensionnel. L'un des exemples dont je peux vous parler sur ça, c'est les appels au SAMU. Les appels au SAMU, par définition, ils sont enregistrés. Et donc, on peut tirer de la richesse de ces enregistrements. Et ça, pour le coup, c'est des protocoles de recherche qui sont en cours et encore sous scellé, donc je peux pas donner de résultats. Voilà, mais le fait que ces protocoles existent, ça, c'est public. Et où on va chercher des informations qui ne sont pas saisies par l'assistant de régulation médicale dans le logiciel de régulation médicale. La douleur, par exemple, l'émotion. Voilà, on essaye de capter un certain nombre d'émotions sur les bandes du SAMU pour être capable d'identifier des choses qui sont euh, pris en compte dans la subjectivité de l'appel par l'assistant de régulation médicale, mais qui n'est pas objectivé. Un niveau d'anxiété, un niveau de douleur, voilà, qui sont des choses qu'on va essayer d'extraire de ces enregistrements audio. On pourrait dire finalement que chaque voix a des avantages et des inconvénients. Si on est sur effectivement des questionnaires, des formulaires très fermés qui vont donner à des tableaux très faciles à analyser, finalement, le coût de l'analyse, le coût humain, le coût financier, le coût numérique de l'analyse est très faible, puisqu'on pourrait presque le faire sur un tableau Excel. Mais par contre, le coût humain, il est mis sur celui qui va remplir ce formulaire, d'une part, et puis il est sur le coût de la représentativité de la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a réussi à faire rentrer le patient dans des cases extrêmement fermées. Et ça peut nuire à la productivité du soin, hein, puisque finalement, si on passe du temps à remplir un formulaire, on passe pas du temps à soigner les patients. Ça, c'est les avantages et les inconvénients de ce point de vue-là. De l'autre point de vue qui consiste à dire, je prends toute la richesse telle qu'elle est, je laisse au maximum libre le soignant dans la rentrée, je simplifie au maximum sa rentrée d'information, mais j'essaye d'en capter le plus. C'est très simple pour le soignant, il peut se concentrer sur le soin. Par contre, ça a un coût numérique de calcul, un coût recherche financier qui est bien plus élevé après pour en extraire cette richesse. Je pense que c'est l'avenir, c'est la tendance, hein, c'est ce qui se passe maintenant où euh, on filme tout, et c'est ce qui se passe avec les LLM, les modèles de langue élargie, où finalement on essaye de tout prendre et puis de se faire une représentation multidimensionnelle et puis qu'on peut réutiliser derrière. Donc ça a un coût, mais on voit que c'est plutôt dans la bonne direction, si tant est que on le fait tout en gardant ce qu'on appelle une garantie humaine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'aller développer des IA autonomes qui vont être capables de décider de quoi que ce soit. Là, je parle bien d'arriver à capter la richesse de l'information médicale qui est prise par le soignant en vrai, mais que à la fin, toute décision et toute évaluation reste sous la supervision humaine médicale, parce que, et on le voit encore tous les jours sur l'ensemble des modèles de langue, parce que c'est un des exemples qu'on nous cite souvent, il existe des erreurs. Et alors, quand ce sont des erreurs et qu'on est capable de s'en rendre compte, on se dit, oui, c'est normal, il savait pas, ou alors j'étais trop précis, ou c'est un domaine trop spécifique. Mais finalement, on accepte qu'il se trompe. On n'accepterait pas qu'il se trompe dans le domaine médical.